Le Festival de la Chaise-Dieu en Auvergne, c'est plus de 50 ans d'histoire dans un village riche d'une abbatiale millénaire et de 650 habitants qui accueillent des milliers de festivaliers chaque année au mois d'août. Cette aventure musicale de très haute facture, reconnue pour son excellence dans le monde entier, nous est racontée au micro par Boris Blanco, passionnant directeur général du festival. Boris Blanco, bonjour. Bonjour. C'est au cœur de l'Auvergne que s'épanouit depuis plus de 50 ans le Festival de la Chaise-Dieu. Avant de parler de musique, de programmation, d'artistes, est-ce que vous pourriez replacer ce festival dans son terroir ? Car la Chaise-Dieu, c'est un village et une abbaye riche de plus de 1000 ans d'histoire. Oui, la Chaise-Dieu, c'est un village assez spécial et le Festival de la Chaise-Dieu a aussi une histoire un peu spéciale. Alors, je ne vais pas toute la raconter ici parce que ce serait un peu long, mais ce qui est assez extraordinaire à la Chaise-Dieu, c'est qu'il y a toujours une suite de miracles. Oui. Il y a eu le miracle d'abord de Saint-Robert qui, il y a 1000 ans, s'est installé avec une communauté à la Chaise-Dieu. Et qui a fondé une communauté religieuse là-bas. Et puis, il y a un monastère qui s'est créé, il y avait une première église. Et puis, en fait, un moment, il y a eu un moignon de la Chaise-Dieu qui est devenu, pas tout de suite, mais qui est au fil de plusieurs aventures, est devenu pape, Clément VI, qui est devenu pape à Avignon. Et qui, en fait, sentant peut-être la mort arriver, a fait construire son tombeau à la Chaise-Dieu, en faisant élever une abbatiale gothique absolument extraordinaire, complètement démesurée au regard de la situation géographique, de la taille du village. Il a fait bâtir un tombeau, en fait, puisque il y a son marbre mortuaire en plein milieu du chœur. Et ça a été le premier miracle, puisqu'après, en fait, la Chaise-Dieu est devenue un lieu de pèlerinage, faisant un peu la richesse du village. Oui. Et puis, les temps ont passé. Le temps a fait son œuvre et en fait, il y a eu un grand pianiste, Gheorghi Chifra, qui était en vacances dans le sud et qui avait un couple de médecins de la région du Puy qui étaient ses amis et il est allé avec eux et ils sont allés, comme ça se faisait beaucoup, manger à la Chaise-Dieu dans un restaurant, visiter l'abbatiale et Gheorghi Chifra est tombé nez à nez avec l'orgue qui est absolument merveilleux et qui était dans un état de désuétude et de décrépitude très avancé. Donc Gheorghi Chifra a dit c'est impossible que ça reste comme ça, je vais faire un concert pour faire don de la recette pour restaurer l'orgue. Et puis un concert n'a pas suffi, il en a fait 2, il en a fait 3 et en fait le festival est né comme ça. Bien sûr après il y a un grand directeur qui l'a pris et qui l'a transformé, qui l'a structuré, mais il y a eu ce miracle de ce pianiste hongrois qui habitait en France mais qui passe à la Chaise-Dieu, ce qui est quand même... Après, c'est central pour la France ? Alors, c'est central pour la France, et puis il n'y avait pas les autoroutes à l'époque, et la nationale qui revenait du Midi pour aller à Paris passait par la Chaise-Dieu, mais quand même, et qui a eu ce réflexe de se dire, on va faire un concert, on va sauver. C'est devenu un festival, et aujourd'hui, le festival a grandi, on s'approche des 60 ans, ce sera en 2026. Et puis, il faut dire aussi que ce pianiste, quel pianiste aussi. Quel pianiste, Gheorghi Chifra, c'est une quand légende même une absolue. rencontre des bonnes âmes autour, pour la musique. Oui. Gheorghi Chifra, pour tous les jeunes musiciens, pour tous les jeunes pianistes a fortiori, c'est vraiment une légende. En plus, il a une histoire très tourmentée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait plus de travail, il était à Budapest, il jouait dans des bars jusqu'à avoir les mains gelées complètement tellement il avait froid. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il est déjà finalement à un âge assez avancé pour un musicien classique, il a la carrière qui démarre. Donc c'est un personnage haut en couleur, mythique, avec une légende faite de fumée de cigarettes et de verres de whisky pas fini posé sur le piano. Donc avec Gheorghi Chifra, il y a vraiment... un personnage qui en plus est lié au festival et c'est extraordinaire ça. Mais au fond, aucun mystère à ce qu'un personnage comme ça se retrouve dans une abbatiale millénaire et qu'il y trouve sens au fond. Je pense effectivement que dans la Chaise-Dieu, quiconque pénètre dans l'abbatiale Saint-Robert trouve un sens à sa venue. Il y a une dualité entre le somptueux de la bâtisse, le démesuré des proportions et l'austérité qui règne parce que c'est nu. Il n'y a pas de dorure, c'est vraiment de la pierre nue avec un chœur et un jubé magnifique. Mais il y a quelque chose de très mystérieux dans cette abbatiale Saint-Robert. Moi, la première fois que je suis rentré, vraiment, j'ai eu un moment de trouble. Pourtant, je ne suis pas croyant, je ne suis pas chrétien. Et j'ai eu un moment vraiment de trouble. Il y a quelque chose qui se dégage des murs qui est bizarre.
Et je pense effectivement que Chifra, qui était un grand mystique, a senti quelque chose. Et puis Chifra était passionné de l'histoire de France. Donc le fait que le seul pape enterré ni à Rome ni à Avignon soit à la Chaise-Dieu, Chifra, qui était immigré hongrois et qui avait à cœur vraiment de devenir français, de s'approprier cette culture, je crois qu'il est tombé amoureux de l'histoire du lieu et de ce que ça voulait dire dans l'histoire de France. On pourrait peut-être aussi évoquer le village, les habitants du village, qui jouent aussi un rôle très important, puisque on a là un festival de renommée internationale, et puis ces habitants continuent en tant que bénévoles d'œuvrer chaque année au bon déroulé de l'événement. Et ça aussi, c'est très important de le raconter. Alors oui, on a un rapport qui est vraiment assez extraordinaire avec les gens du village, avec les Casadéens. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas notre public. Il y en a pas beaucoup qui viennent au festival, mais par contre, tous ont un rôle dans l'organisation du festival, tous se retroussent les manches, et puis il y a une manne économique que génère le festival, qui est assez énorme, puisque c'est un village de 650 habitants, et nous, l'année dernière, on a fait venir 23 000 festivaliers en 10 jours. Oui. Donc c'est une manne économique d'activité assez énorme, c'est un petit village de 650 habitants, et il y a 33 commerces enregistrés à la CCI du Puy, donc je veux dire, c'est assez rare, je pense, des villages de cette taille-là, surtout dans les dynamiques dans lesquelles sont la ruralité aujourd'hui. Oui. Là, vous avez des hôtels, des restaurants, et on fait vivre tout ça pendant 10 jours, seulement 10 jours, effectivement, mais quand même 10 jours. Et les habitants ont un rôle dedans. On a beaucoup d'habitants qui sont bénévoles. On a énormément de bénévoles. On en a 151 l'année dernière qui sont venus nous aider. Une bonne partie sont casadéens, et c'est vrai que ça tisse des liens. Moi, quand je suis arrivé, j'ai rencontré la plus vieille bénévole qui était là pour monter la première scène avec Chifra. Donc il y a 58 ans. Donc, si vous voulez, quand vous arrivez, que vous êtes jeune directeur et que vous rencontrez quelqu'un qui vous dit ça, tout d'un coup, vous avez un espèce de poids sur les épaules et de pression liée à l'histoire qui est assez génial. Oui. Pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément spécialistes de la musique, que vient-on écouter à la Chaise-Dieu ? Parce qu'on est quand même là aussi pour parler de musique. Qu'est-ce qu'on vient écouter à la Chaise-Dieu ? L'identité du festival, c'est justement de pouvoir, pendant 10 jours, s'adresser à tous les publics et pouvoir leur permettre d'aborder tous les genres, tous les styles, toutes les époques. Ce qui est extrêmement ambitieux. Ce qui est extrêmement ambitieux, et en même temps, moi, c'est ce qui me plaît, parce qu'il y a tellement peu de domaines dans la vie où on n'a pas besoin de choisir entre plusieurs plaisirs, que là, on peut ne pas choisir, donc faut se laisser aller. Ce qui fait que vous pouvez écouter du Bach à 15h, de la musique de chambre à 17h30, de la musique romantique à 21h, et puis vous passez la journée comme ça à écouter de la musique différente, avec des formations différentes, mais le maître mot, c'est que c'est toujours du très haut niveau. Oui. Et il faut toujours que les artistes qui soient sur scène aient une proposition. Après, on aime ou on n'aime pas, de toute façon, la musique, c'est subjectif, chacun aimera ou n'aimera pas. Mais il faut toujours que ce soit une proposition de haut niveau, une proposition cohérente et honnête. Et moi, mon rôle principal, c'est de m'assurer que ce qui est sur scène, c'est ce genre de proposition. Après... Encore une fois, moi, parfois, il y a des concerts que je programme qui me plaisent plus ou moins. Mais quand vous venez à la Chaise-Dieu, vous avez l'assurance que vous allez voir ce qui se fait de mieux dans le milieu de la musique classique. Et qu'est-ce que vous entendez par proposition, alors ? Un travail artistique, une vision de l'œuvre, et à travers la vision de l'œuvre, une vision de la musique. Voilà. Une manière de faire son travail. Finalement, c'est comme tout le monde, comme un ébéniste, comme un dentelier. C'est une manière de faire son travail. Et à travers chaque œuvre, une manière de voir la musique et, si on veut être un peu philosophe, donc la vie. Oui. Et ça, un artiste, il est garant de ça. Et c'est très important que les artistes qui soient sur scène, ils donnent au public à entendre quelque chose de profond, de vrai et de sincère. Et il est important aussi qu'un directeur général comme vous, un directeur artistique, puisse conforter le public en lui disant, en lui soutenant que s'il vient, qu'il n'aime ou qu'il n'aime pas, il aura entendu quelque chose de grande qualité. Ah, mais moi, c'est ce qui m'excite profondément dans la direction de la Chaise-Dieu, c'est de pouvoir chaque soir et plusieurs fois par jour avoir sur le plateau ce qui se fait de mieux. Et ça c'est une chance extraordinaire pour un directeur. Et après, c'est dans le travail de repérage des artistes, dans le travail de qui on accompagne, c'est d'être très, très, très à cheval sur ces valeurs-là. Et moi, je pense que c'est des valeurs que le public ressent. Qu'on connaisse ou pas, parce que finalement, connaître la musique, c'est pas garant d'avoir un bon goût. Hein. Non. On peut connaître et avoir pas un bon goût du tout. Et au contraire, pas connaître la musique, je veux dire, parfois, il y a des gens qui connaissent pas, qui ont un instinct formidable pour ça. L'important, c'est l'honnêteté et
l'honnêteté du travail. Voilà. Et ça se ressent sur scène. J'aime beaucoup ces deux mots, honnêteté et travail, parce que de nos jours, on entend aussi beaucoup de marketing, de travail de la renommée, mais tout cela, y compris dans le secteur de la musique classique, de la musique sacrée, peut aussi engendrer des choses plutôt négatives, en fait. D'où l'intérêt de votre travail. Alors, l'avantage qu'on a, c'est que les musiciens classiques ne sont pas les meilleurs pour faire le marketing en général. C'est vrai. Donc, en fait, souvent, ça, on est assez protégé de ça. Mais effectivement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les musiciens classiques sont toujours des gens qui travaillent énormément. Aujourd'hui, un musicien classique, c'est quelqu'un qui, depuis qu'il a entre 3 et 6 ans, a son instrument entre les mains plusieurs heures par jour, travaille absolument tous les jours, sans relâche, très peu de périodes de vacances dans l'année, avec, en ayant choisi une voie pour beaucoup de raisons, sauf l'appât du gain. Oui, et qui n'est pas simple. Une voie qui est très compliquée, extrêmement concurrentielle, dure moralement parce que les artistes entre eux ne se font pas de cadeaux. Et donc, il y a chez les artistes, et notamment les artistes de musique classique, une forme d'exigence absolue de qualité envers eux-mêmes et envers le public. Et ça, c'est ce qui rend ce milieu extrêmement attachant. Vertueux, attachant. Et les artistes classiques sont des gens absolument extraordinaires qui méritent d'être connus. Et ces valeurs-là de travail, d'honnêteté, je pense qu'elles sont vraiment chevillées au corps de tous les artistes classiques. Alors justement, je pense que vous allez devoir nous donner envie pour cette nouvelle édition du festival. Quels seront cette année les temps forts de la programmation ? Alors moi, j'ai envie de dire qu'il y a 33 concerts et qu'il y a 33 temps forts. Oui. Mais s'il faut choisir... alors cette année, je vais faire dans l'ordre chronologique. Donc on va commencer par... un événement au Festival de la Chaise Dieu. On va commencer par un opéra à l'Abbatiale le 22 août à 21h. Pas n'importe quel opéra, puisqu'il s'agira de Didon et Aîné, le célèbre opéra de Purcell, et avec une prise de rôle extraordinaire, puisque c'est l'immense mezzo-soprano Adèle Charvet, qui est vraiment une immense chanteuse, qui va donc pour la première fois chanter ce rôle-là sur la scène de l'Abbatiale, avec une suite de casting absolument magnifique et un orchestre... sous la direction de Vincent Dumès, le poème harmonique, qui est vraiment un ensemble magnifique. Et puis après, on continuera effectivement en 2024 en France, il y a quelque chose d'important, c'est l'année Fauré. Oui. Donc on continuera avec un Requiem de Fauré suivi d'une création, une œuvre qu'on a commandée sur le modèle du Requiem, et ça va être magnifique. Ça donnera le départ d'une résidence de l'orchestre Les Siècles sur 3 concerts. Ils reviendront après pour une symphonie de Malheur notamment, et Daphnis et Chloé, et ça va être un vrai temps fort, puisque l'orchestre Les Siècles, c'est un orchestre extraordinaire. Oui. François-Xavier Roth est peut-être le plus grand chef français aujourd'hui, invité sur les scènes, en tout cas un des plus grands, invité sur toutes les plus grandes scènes internationales. Et Les Siècles sont un des meilleurs orchestres au monde, et donc on est très fiers de les recevoir dans ce petit village auvergnat. Avec un travail tout en finesse sur le répertoire aussi. Avec un travail qui est d'une finesse remarquable sur le répertoire, à la fois sur un répertoire très classique, et à la fois sur un répertoire moderne, parce que là, ils vont jouer du Malheur, du Schoenberg, du Ravel et du Saint-Saëns. Et ils sont très polyvalents, et je trouve ça absolument fabuleux de les écouter là-dedans. Et puis après, on va avoir notamment un concert autour des Vêpres de Monteverdi, qui fait partie du très grand répertoire qui ont fait les grandes heures de la Chaise Dieu, avec Leonardo Garcia Alarcón, qui est un chef argentin extraordinaire. Aussi. Et son ensemble, la Capella Mediterranea, c'est vraiment... ça va vraiment être de la très grande musique. Ils sont là pour 2 concerts. Et puis un Requiem de Mozart à l'Abbatiale, ce qui n'est pas rien. Non. Parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup... Déjà, c'est une œuvre qu'il faut entendre plusieurs fois, très régulièrement, parce que c'est avant tout une œuvre extraordinaire, peut-être une des plus belles œuvres de l'histoire de l'humanité. Et dans l'Abbatiale Saint-Robert, ça prend quelque chose d'assez particulier. Donc ce sera important. Et puis, toujours à l'Abbatiale Saint-Robert, on va finir avec une symphonie fantastique qui est, là encore, dans cette abbatiale, ça prend une dimension particulière. Et puis, c'est notre rôle à nous de donner les grandes œuvres du répertoire. D'abord parce que souvent, ce sont des chefs-d'œuvre absolus. Et ensuite, parce que vous êtes à la Chaise Dieu, à 1h30 de Clermont, vous êtes à 1h30 de Saint-Étienne, 2h15 de Lyon. Et donc, si nous, on ne remplit pas ce rôle-là de maillage territorial, de maillage culturel de territoire, en fait, il n'y a pas de culture, ou en tout cas pas à ce niveau-là, et pas de cette ampleur-là. Oui. Et c'est très important, et donc on doit donner ces œuvres-là.
on doit faire des créations. Il y a très peu de festivals qui commandent des œuvres aussi importantes que ce qu'on a fait. Oui, on va On en doit parler. donner de la musique de chambre, c'est ce qu'on fait. Il y a toute une saison de musique de chambre à l'auditorium qui est absolument magnifique. On a 8 concerts pendant le festival. Et puis visiter le patrimoine autour de la Chaise-Dieu, puisque il y a les concerts à l'Abbatiale, il y a les concerts à l'auditorium Chifra à côté de l'Abbatiale, et puis il y a 8 concerts décentralisés sur tout le territoire, sur 3 départements, la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Et ça, c'est très important parce qu'on va toujours dans des endroits qui sont friands de culture, avec des habitants de territoire qui sont tellement heureux qu'on vienne dans leur église pour faire des concerts de très très grande qualité. Cette année, par exemple, on va à Marles, qui est une toute petite commune à la frontière entre la Loire et la Haute-Loire, qui est vraiment, c'est vraiment rural. C'est ce qu'on appelle la ruralité. Il y a une église, il y a la mairie, il y a un PMU, et autour, il y a 3 maisons et des champs. Et bien là, ils ont une église absolument merveilleuse. On va y faire les variations Goldberg. Et en fait, le concert est déjà presque plein, parce que les gens sont tellement heureux qu'on vienne, que des grands musiciens qui jouent à New York, à Paris, viennent tout d'un coup chez eux faire les variations Goldberg. Il y a une espèce de joie pure et simple, et ça, c'est extrêmement beau à ressentir. Et il est toujours très beau ensuite de voir le public sortir de ces salles-là, toujours apaisé, heureux. Il y a toujours un bonheur finalement qu'on trouve peu à Paris dans les salles quand on voit le public sortir. Pardon de le dire comme ça, mais c'est très différent. Il y a une saveur au Festival de Province qui s'est donnée. Oui. Il y a la joie, il y a une joie un peu plus simple. Oui, voilà, à Paris, oui. Parfois, on a perdu le sens de la joie simple. Oui. C'est ça. De la réjouissance simple, et peut-être que quand on va à Marles, il y a une manière un peu plus simple et un peu plus naturelle d'accueillir la musique et la joie qui va avec, et puis peut-être qu'on est un peu moins dans l'agitation, dans les fins d'été, dans les fins d'août, du côté de la Chaise-Dieu en Auvergne, peut-être qu'on est un peu moins dans l'agitation du quotidien parisienne, et voilà, c'est une manière très différente de vivre la vie, mais c'est vrai que c'est très agréable. J'aimerais évoquer avec vous, à nouveau, vous l'avez évoqué très rapidement il y a un instant, le rôle que le festival entend jouer dans la création d'œuvres nouvelles. Cette année, vous avez commandé au compositeur Thomas Lacotte une œuvre miroir du Requiem de Fauré, vous l'avez dit. Vous qui avez peut-être sans doute déjà entendu l'œuvre ou à tout le moins vu la partition, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors j'ai vu la partition, oui. Je serais un petit peu trop prétentieux en disant qu'en voyant la partition, je l'ai entendue dans la tête. Parce que Thomas est quand même un compositeur très érudit, très cultivé, très raffiné. Et donc, il y a beaucoup de choses dans son écriture que j'attends d'entendre et que je ne peux pas préentendre dans ma tête juste en lisant la partition. Toutefois, ce qu'il nous en dit est déjà fascinant. Ah, mais parce que c'est un compositeur merveilleux. Moi, j'adore son œuvre. Il est sensible, ça c'est très important. C'est-à-dire que le but de la musique de Thomas est d'émouvoir, de faire ressentir et pas d'être intelligente. Et il a dû lire Quintilien, lui, dans le passé. Voilà. Mais en plus, elle est intelligente, donc c'est ça qui est génial. Oui. Mais le but est vraiment d'émouvoir et de faire ressentir. Et moi, quand je suis arrivé à la Chaise-Dieu, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant, vraiment, une des bases de mon projet, c'était de dire il ne peut pas y avoir de musique sans création. Et la musique classique ne peut pas échapper à ça. Alors, j'invente pas le fait de commander des œuvres. Hein. Je revendique aucunement la paternité de la commande d'œuvres en général, mais néanmoins, le principe était de dire la Chaise-Dieu est un grand festival, et à ce titre-là, il faut qu'on soit à l'avant-garde de ce qui se fait dans la musique. Et être à l'avant-garde, c'est forcément permettre aux compositeurs et à ce qui sera la musique de demain d'exister. Et donc, travailler un fil de continuité. Travailler un fil, et ce fil, vu le lieu, forcément, pour moi, c'était la musique sacrée. Et la musique sacrée, on a tendance à être dans une époque où on parle beaucoup de sacré, et on oublie parfois de se demander qu'est-ce que c'est. Oui. Et le mot sacré, il est intéressant parce que, par exemple, pour la musique sacrée, on a beaucoup de mal à définir ce que c'est. Est-ce que c'est de la musique liturgique ? C'est assez compliqué. Jean-Paul II considérait que toute musique qui parle à l'âme est sacrée. Oui. Bon, à ce moment-là, ça devient difficile. Mais moi, l'idée, c'était vraiment de dire, vu le lieu, j'ai envie qu'on recommande des œuvres basées sur de la liturgie. Donc là, l'œuvre, ça va s'appeler Répond du baptême. Donc Thomas a essayé en fait de faire
une mise en musique du rituel de baptême, parce qu'il n'a pas trouvé de mise en musique dans toute la musique occidentale, il n'en a pas trouvé. Donc il s'est dit on va le faire, et puis ce sera un beau miroir avec un requiem. Et donc le but de ma commande, c'était que ce soit basé sur de la liturgie, et la seule contrainte à la liberté du compositeur, parce que ça peut être de la liturgie chrétienne, juive, musulmane, bouddhiste, ça je n'avais aucun problème là-dessus, mais il fallait que ça respecte la même nomenclature que l'œuvre de Fauré. C'est-à-dire que si Fauré utilise 8 violons, il faut que Thomas utilise 8 violons. Ce qui est un défi aussi. Ce qui est un sacré défi, puisque Fauré a utilisé une formation un peu spéciale dans son requiem. Donc Thomas avait à cœur d'utiliser la même. Et ce qui est marrant, c'est qu'on en a reparlé il n'y a pas si longtemps que ça, et il me disait, mais en fait, de cette contrainte, j'ai trouvé beaucoup de liberté. C'est ce que j'allais vous dire, c'est dans la contrainte qu'on connaît la liberté quand on est artiste. C'est pas le sens de notre époque en général. On est quand même dans une époque qui réclame toujours plus de liberté, et en tout cas aucune limite à la liberté. Et en fait, Thomas, c'est marrant, il m'a dit, il y a des associations d'instruments auxquels je sais que je n'aurais jamais pensé si j'avais eu chant libre sur l'orchestration. Il m'a dit, j'aurais jamais pensé à faire une association entre le trombone et la flûte traversière. Là, j'y ai pensé. Et on parlait tout à l'heure de continuité. C'est exactement ça aussi. C'est garder le fil avec ceux qui nous ont précédés, et puis redonner un nouveau visage à une création, aller plus loin encore. Et puis, que feront sans doute les suivants, on ne sait même pas, mais c'est ça aussi l'intérêt. De toute façon, un compositeur, il est toujours le fruit de plusieurs siècles de musique avant lui, et il essaye toujours d'être la synthèse et à la fois d'être l'antithèse. Oui. Et ça, c'est rigolo, parce que j'aime bien les compositeurs qui gardent un peu de simplicité vis-à-vis de cette démarche-là, qui ni ne revendiquent d'être la synthèse, ni ne revendiquent d'être l'antithèse, qui accepte d'être un peu les deux assez simplement et développe quelque chose d'assez personnel. Et je trouve que Thomas est vraiment là-dedans. Oui, être soi. Cette année, donc, le Festival de la Chaise-Dieu se déroulera du 21 au 31 août. Ce festival peut être une formidable occasion, on l'a assez dit, de découvrir la musique et d'en profiter. C'est aussi l'occasion de découvrir une région. Permettez-moi de terminer ainsi sur un côté un petit peu plus touristique, mais quelles recommandations de visite pour le jour ? Tandis que nous retrouverons peut-être les musiciens le soir ou bien l'après-midi. En recommandation de visite, déjà l'abbatiale. L'abbatiale est un lieu extraordinaire à visiter. Notamment, il y a un parcours muséal qui est magnifique. Il y a une salle des tapisseries. Oui. Il y a des tapisseries du XVIe siècle, il me semble. Oui, c'est ça, du XVIe siècle, qui sont merveilleuses et qui ont été merveilleusement restaurées. Ça, c'est vraiment à voir. Toujours dans la Chaise-Dieu, il y a une pâtisserie extraordinaire qui s'appelle Au Moine Gourmand. Je ne m'attendais pas. Voilà, il faut y passer absolument. C'est vraiment les gens le dimanche, les gens viennent de tout le département pour acheter leur gâteau là. D'accord. Extraordinaire. Et puis après, il y a à Brioude, qui est à 30 km, il y a un centre d'art moderne qui est absolument extraordinaire, qui fait des expositions. On a eu droit à une exposition sur Stahl, une exposition sur Chagall, une exposition sur Matisse, qui est vraiment sur Picasso. Une exposition qui était vraiment merveilleuse. Et cette année, ce sera sur Hans Hartung. Et c'est vraiment un lieu magnifique. Et puis après, vous pouvez découvrir tout le Puy et la région. Et ce qui est bien, c'est que c'est à la fois des distances et à la fois vous pouvez faire tout ça dans la journée. Donc vous pouvez aller faire la petite visite patrimoniale le matin, le musée l'après-midi, le concert le soir. Et vous avez fait une journée pleine de culture, au vert. Et puis c'est ça, on respire. On respire. Et puis en plus, la Chaise-Dieu est à 1100 mètres d'altitude. Donc en plein milieu de l'automne, c'est compliqué. Mais quand il fait 40 degrés en plaine et qu'il fait 28 à la Chaise-Dieu, on est très content d'être à la Chaise-Dieu. Merci Boris Blanco d'être venu partager avec moi votre engagement pour le festival. Et puis on se retrouvera peut-être au mois d'août. Merci beaucoup.